Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici donc la seconde leçon de mon cours pour l'année 2021. Vous vous souviendrez que j'avais annoncé que mon cours se déroulerait en absentiel, en distanciel, à distance, moi-même à Istanbul, vous je ne sais où. Malheureusement, le confinement nous oblige à continuer de même. D'ailleurs, pour moi, ça a été l'occasion, et je le regrette un peu, ça a été l'occasion de visionner mon enregistrement de la dernière fois, chose que je ne fais pas généralement, mais là j'ai été obligé, ne serait-ce que pour le minutage des images à insérer, et j'ai été un peu gêné de voir que j'avais énormément bafouillé, hésité, trembloté. Ça n'est pas facile. Je suis habitué à parler devant un public. Lorsque je vous parlais au Collège de France, dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, c'était justement le contact que j'avais avec vous qui me permettait de bafouiller peut-être un peu moins, et puis de voir dans votre regard si j'allais trop vite ou si j'allais trop lentement, si mes blagues n'étaient pas drôles. Bref, le fait de ne pas avoir de retour direct et de se sentir un peu bête face à une caméra, face à un téléphone portable, c'est gênant, mais je crois qu'on se fait à tout. Ça a été d'ailleurs l'occasion pour moi de découvrir avec consternation, et j'insiste sur le mot, qu'à un moment je disais consternement. Donc c'était mon moment de bravitude, et je ne me moquerai plus jamais des gens qui commettent ce genre d'erreur. Consternement, mais qu'est-ce que vous voulez, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des accidents du métier. Nous avions repris et rappelé la dernière fois, c'est-à-dire que j'avais annoncé un peu la couleur, je vous avais parlé de la période que j'allais traiter pendant cette saison, une période allant des années 1850 aux années 1870, ou une vingtaine d'années, de 1856, date charnière, à 1876, date encore plus charnière, puisque je l'ai déjà qualifié d'annus horribilis, une sorte d'année terrible. J'ai rappelé un peu ce que nous avions fait l'année précédente. J'ai parlé de Mahmoud, j'ai parlé des Tanzimat. J'ai rappelé que j'avais évoqué les transformations de l'Empire ottoman sous l'égide de la modernité et d'une forme de protection de l'Occident pendant les années 1840-1850. J'avais insisté sur le fait que la plupart de ces transformations étaient quelque peu éphémères, fragiles, un peu trop hâtives, et que par conséquent, elles n'arrivaient pas vraiment à s'ancrer dans le système. 1856 est un tournant que j'ai évoqué l'année dernière, puisque, si vous vous souvenez, la dernière leçon de la saison précédente s'intitulait D'infirmant l'autre, puisque j'évoquais le passage du temps de 1839, date de la promulgation de l'édit des Tanzimat, à 1856, date de la promulgation de l'édit dit des réformes. Slahat Ferman du 18 février 1856. D'un firmant l'autre, c'était en quelque sorte la transition d'un début un peu difficile, d'un brouillon, disons, de constitution, les Tanzimat, qui devait être parfaite par l'édit de 1856. C'est pour ça qu'on l'appelle l'édit des réformes, puisqu'il y a prise de conscience du fait que le système ne marche pas encore assez bien, et que par conséquent, il faut le rafistoler, le raccommoder, le réformer, afin de remplir le cahier des charges qu'on s'était fixé au début du règne d'Abdülmecid. D'ailleurs, en 1856, c'est encore Abdülmecid qui est sur le trône.
Il est encore relativement jeune, puisqu'il est né en 1823, donc il a à peine 33 ans, mais malheureusement, il fera long feu, il meurt en 1861. Il a la tuberculose, il a une maladie que la plupart des sultans, notamment son père, avaient, c'est l'excès d'alcool, disons, et par conséquent, il a une constitution assez faible qui le fera mourir à un âge très précoce, si l'on considère le contexte dans lequel il vivait. Donc c'est un peu l'accomplissement de son règne, c'est le couronnement de son règne, mais c'est quelque chose aussi qui s'inscrit dans un contexte politique et diplomatique bien précis, celui de la scène internationale autour de la célèbre guerre de Crimée, puisque l'édit des réformes sera proclamé, je vous l'ai dit, le 18 février 1856, à peine quelques jours avant la réunion de ce qu'on appelle le Congrès de Paris, c'est-à-dire le Congrès des plénipotentiaires participant en quelque sorte, au bilan de la guerre qui a duré de 1853 à 56 pour les Ottomans, de 54 à 56 pour les Britanniques, pour les Français et pour les Sardes. Donc c'est un peu la fin de la guerre, et c'est à peine une semaine avant le congrès de Paris que l'édit des réformes est promulgué. Il y a un rapport direct entre les deux, d'ailleurs nous aurons le temps d'en parler. Mais quoi qu'il en soit, la guerre de Crimée est un conflit qui est extrêmement important, d'abord pour le XIXe siècle, puisque c'est un des premiers grands conflits internationaux de type moderne, et cette modernité, elle se sent un peu partout, dans l'usage de certaines armes, d'une nouvelle technologie, mais c'est surtout un conflit entre guillemets mondial, puisqu'il engage d'un côté la Russie et de l'autre la Grande-Bretagne, la France, l'Empire ottoman et la Sardaigne, le Piémont-Sardaigne, c'est-à-dire la future Italie. C'est d'ailleurs un conflit qui sera utile à bien des souverains et bien des politiciens en Europe, puisque le prestige de l'Italie, de la future Italie, sera un peu bâti sur la participation du Piémont-Sardaigne à cette guerre. On sait que Napoléon III lui-même a énormément profité de cette guerre, il en a fait un peu son cheval de bataille, c'est le cas de le dire, et il suffit de voir un peu le nombre de rues et d'avenues à Paris qui sont nommées après des batailles de la guerre de Crimée pour se faire une idée de l'importance que ce conflit a eu, justement à une période où l'on redessinait Paris, où l'on modernisait Paris, c'est le Paris haussmannien qui va profiter un peu de cette toponymie russe pour se mettre à l'heure des gloires de Napoléon III. J'ai quelques images certaines d'entre elles, je vous les ai déjà montrées pour parler justement de ce conflit, puisque c'est un conflit qui, pour la première fois, amène les Ottomans un peu sur le devant de la scène. Et en plus, dans le beau rôle, puisque jusque-là, ils avaient en général été d'abord les perdants de la plupart des conflits dans lesquels ils s'étaient engagés, mais en plus, ils avaient toujours été, ils avaient toujours eu le mauvais rôle, le rôle du méchant, entre guillemets, du barbare, notamment pendant les années 1820, lorsqu'ils étaient aux prises avec les Grecs, le mouvement d'indépendance grec, et qu'ils ont été battus à plat de couture
par les Grecs, mais surtout par une sorte de coalition des grandes puissances, notamment, encore une fois, la Grande-Bretagne, la France et la Russie, pendant, par exemple, l'épisode de Navarin en 1827, et ensuite lors de la guerre russo-ottomane qui a suivi. Donc c'est la première fois que les Ottomans se retrouvent dans une situation de conflit international et du bon côté, et qu'ils vont gagner. Ça, ils vont en profiter énormément et ils vont un peu surfer, comme on dit, la gloire que leur fournit cette participation à un conflit qui est mené par les puissances occidentales au nom d'une certaine vision de la civilisation, puisque la Russie est présentée pendant ce conflit comme l'ours féroce, barbare. Donc c'est la première fois, disons-le, que les Ottomans arrivent à se dépêtrer un peu de la mauvaise réputation qu'ils ont, puisque celle-ci va se refléter sur les Russes. Lorsqu'on regarde l'iconographie, notamment les images non pas d'Épinal, mais les gravures un peu populaires qui circulent à cette époque-là, on voit à quel point la guerre de Crimée et la cause de cette guerre, c'est-à-dire la question d'Orient, est à la page, est à la une de la presse illustrée. Encore une fois, j'insiste sur l'importance de l'illustration au XIXe siècle, l'illustration non pas seulement la revue française que nous connaissons, mais la notion d'illustration, soit par la photographie, mais plus encore par la gravure, puisque à partir des années 1840, c'est une période pendant laquelle la presse illustrée va faire fureur et va permettre au grand public en Occident de s'informer de l'actualité internationale avec force image, avec énormément d'images extrêmement vivantes des événements qui l'entourent. Cette image, donc, c'est en quelque sorte une allégorie de la question d'Orient, et c'est pourquoi Abdülmecid, le sultan Abdülmecid, est au centre, puisque la question d'Orient, c'est l'Orient, c'est l'Empire ottoman. Ça n'est pas forcément très flatteur pour l'Empire ottoman, puisque la question d'Orient, c'est en fait que faire de l'Empire ottoman? Que faire de l'Empire ottoman en ce moment? Comment le sauver? Ou alors, s'il fallait le dépecer, s'il fallait s'en débarrasser, comment se partager sa dépouille? Comment se partager la carcasse de cet énorme empire qui, encore dans les années 1850, s'étend des Balkans jusqu'au Hedjaz, y compris bien sûr l'Égypte, puisque l'Égypte, malgré son autonomie, est sous suzeraineté ottomane. Donc Abdülmecid au milieu, flanqué des deux grands acteurs de cette aventure militaire, à sa droite Napoléon III, à sa gauche Victoria, la reine d'Angleterre, la reine de Grande-Bretagne. On voit d'ailleurs tout à droite de l'image, je crois que c'est le numéro 12, on voit le tsar Nicolas, l'empereur de Russie, Nicolas, celui qui deviendra l'ennemi de cette coalition des têtes couronnées au centre de l'image. Et les autres individus sont les généralissimes, les généraux, les diplomates qui représentent chacune de ces puissances. Tout à gauche, on reconnaît à son costume typiquement ottoman Ömer Pacha, qui lui-même est d'origine balkanique. Ömer Latas, c'est un renégat, si vous voulez, c'est un homme qui s'est converti à l'islam et qui a rejoint l'armée ottomane et qui deviendra le généralissime, le commandeur en chef de l'armée ottomane lors de la guerre de Crimée. La guerre de Crimée, on le sait, a été provoquée par les Russes sur une question assez brûlante, celle de la préséance à Jérusalem. Jérusalem, la Terre Sainte, est par conséquent
une sorte d'arène où rivalisent les grandes puissances pour essayer de se tailler une zone d'influence sur les chrétiens d'Orient. Les Russes, bien sûr, misent sur la population orthodoxe de l'Empire ottoman. Les Français ont la tutelle, en quelque sorte, ou la protection des catholiques d'Orient. Et en 1853 éclate l'affaire des lieux saints qui met en rivalité Napoléon III et Nicolas. Donc il y a une rivalité russo-française, mais bien sûr c'est un peu l'Empire ottoman qui fait les frais de cette rivalité, puisqu'il se trouve entre deux portes, devant satisfaire les demandes de la France et se trouvant dans la situation, dans l'obligation de refuser celle de la Russie. Et c'est un peu comme ça que le feu est mis aux poudres et que la Russie va attaquer l'Empire ottoman, et d'ailleurs ça va être désastreux. En 1853, en novembre 1853, la flotte ottomane va être entièrement détruite dans le port de Sinope, sur la mer Noire, par un bombardement de la flotte russe, et ça va être le début d'une campagne que les Ottomans et les Russes vont mener avec plus ou moins de bonheur. Alors une campagne bien sûr qui s'étend sur les deux fronts de contact de ces deux empires, d'une part le Caucase et d'autre part les Balkans, plutôt la future Roumanie. Mais au fur et à mesure, le soutien qui était déjà évident de la France et de la Grande-Bretagne va prendre un aspect beaucoup plus concret. Et en 1854, quelques mois à peine après l'ouverture du conflit, la France et la Grande-Bretagne vont entrer en guerre contre la Russie pour défendre l'intégrité du territoire ottoman. Donc, voilà la question d'Orient qui éclate. Vous savez qu'on appelle question d'Orient tout ce qui concerne justement le destin, la destinée de l'Empire ottoman, ou les problèmes qui entourent justement le problème de la survie de l'Empire ottoman depuis 1774. Et pourquoi 1774 ? Parce que 1774, c'est la date du traité de Küçükçay-Narca qui ouvre aux Russes la mer Noire, qui leur donne la Crimée, qui en fait une puissance, une grande puissance, qui est immédiatement en contact avec l'Empire ottoman et qui par conséquent est celle qui menace le plus directement l'intégrité territoriale de l'Empire, voire même la survie de l'Empire. Et par conséquent, la question d'Orient est toujours d'une manière ou d'une autre liée à la Russie et aux rivalités qui opposent les velléités de la Russie, on le sait bien, d'avancer vers les mers chaudes, c'est-à-dire de trouver un moyen de se connecter directement avec la Méditerranée, les rivalités entre la Russie et surtout l'Angleterre, autre grande puissance maritime, qui ne veut pas voir débarquer les forces russes dans un territoire ou dans des mers qu'elle considère plutôt être son terrain de chasse. La France est plutôt secondaire dans cette affaire, mais nous avons vu que la question d'Orient prendra une dimension tout autre lors de la crise égyptienne, et là, ce sera vraiment une concentration sur la rivalité entre le sultan Mahmoud et son ancien vassal Mehmed Ali Pacha d'Égypte, qui menace de conquérir pratiquement l'Empire ottoman, qui est presque aux portes de Constantinople, et qui n'est arrêté que par l'intervention de la Russie, qui, de fait, en 1833, établit une sorte de
protectorat sur l'Empire ottoman. Et c'est pour cette raison que, après l'édit des Tanzimat, après 1839, pendant la seconde vague de la crise égyptienne, en 1840-1841, l'Angleterre va mener une campagne contre le pacha d'Égypte afin de le neutraliser, mais de la même manière de neutraliser aussi la dépendance de l'Empire ottoman du protectorat russe. Donc, depuis 1774, la Russie est en lice, elle est en jeu, l'Angleterre aussi, et par conséquent, il ne faut pas s'étonner de voir en 1853 un conflit s'organiser, se bâtir autour de l'Empire ottoman et de ses relations déjà très tendues avec la Russie. Donc, la guerre de Crimée, je vous le disais, est une guerre très moderne. On cite toujours l'importance de la photographie, de l'apport de l'image photographique à l'actualité de cette guerre. En effet, c'est la première guerre qui a été la cible de reportages photographiques. On connaît Fenton, Robertson, des photographes britanniques qui ont suivi cette guerre. Ce serait probablement une exagération de dire que c'était par la photographie que le public occidental a connu la guerre. En fait, c'est plutôt, encore une fois, par la gravure, puisque la gravure est beaucoup plus facile à manipuler. Les exemples que nous avons de photographies de Roger Fenton, par exemple, celle-ci, prouvent à quel point ces photos sont entre guillemets, des natures mortes, c'est-à-dire que les gens sont obligés de poser très longtemps, puisqu'il n'y a pas encore d'instantané, et par conséquent, l'image de la guerre n'est guère accessible à l'appareil photographique. La photo ne fait que rendre des scènes presque de tableaux, en quelque sorte, des scènes posées, qui seront utilisées bien sûr par la gravure, qui seront retransmises dans les revues illustrées par la gravure. Mais encore une fois, même si aujourd'hui on ne jure que par les photographies qui sont effectivement fort belles et fort intéressantes par leur précision, etc., dans le contexte purement contemporain, c'est surtout par la gravure que circule l'image de cette guerre. En tout cas, du côté ottoman, la guerre de Crimée est un moment très fort d'intégration avec le monde occidental. D'abord, une intégration bien sûr symbolique, politique. On est allié avec les grandes puissances qui sont toujours présentes, que l'on craint toujours. Cette fois-ci, elles sont sur un pied d'égalité, puisqu'on est alliés, et par conséquent, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur et qui donne aux Ottomans l'impression, ou du moins la possibilité de jouer avec cette image assez prestigieuse d'une participation à un conflit international où se battent les armées et les nations les plus prestigieuses de l'époque. Mais c'est aussi une invasion de l'Occident dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire que le mouvement des troupes, le mouvement des diplomates, le mouvement ne serait-ce que des blessés et des moyens utilisés pour les secourir, pensons à Florence Nightingale qui fera carrière à Istanbul, à Scutari, dans la fameuse caserne de Scutari. Donc la ville est envahie par une présence surtout militaire, mais en tout cas une présence occidentale extrêmement visible qui commence à se fondre un peu dans le paysage urbain. Cette représentation, par exemple, d'une parade avec Bareguedilier, qui est à la fois un général, mais qui sera aussi nommé ambassadeur à Constantinople, ambassadeur de France à Constantinople, une parade sur la place du Seraskerat, cette place que nous avons vue dans divers contextes, la place devant l'ancien palais qui a été, avec Mahmoud II, après la destruction des janissaires, cette place qui a été transformée
en champ de Mars, en quelque sorte, puisque le palais est devenu le ministère de la guerre. Vous reconnaissez peut-être au milieu de l'image la tour de Bayezid, la tour du Selaskelat, cette tour d'incendie, qui est un des monuments les plus visibles, évidemment, de Constantinople. Et vous voyez donc cette parade qui est très suivie par la population locale. Au premier plan, on voit des spectateurs, des hommes, des femmes, des enfants, qui voient se déployer dans leur ville, dans la capitale de leur empire, toute la force et la beauté, n'est-ce pas, on aime toujours les parades, des armées alliées qui viennent camper à Constantinople avant d'être expédiées vers le front en Crimée. C'est bien sûr, au-delà de la rue et des représentations dans la ville même, c'est aussi une affaire extrêmement diplomatique qui concerne l'élite. C'est-à-dire que le palais et l'élite ottomane, les hauts dignitaires, sont confrontés à une diplomatie constante. Quelque chose qui dépasse de beaucoup ce à quoi ils étaient habitués jusqu'ici, puisque la diplomatie à Constantinople, c'est bien sûr la présence des ambassadeurs. Les ambassadeurs viennent présenter leur lettre de créance quand ils arrivent, ils prennent congé quand ils s'en vont, ils rendent visite à certains dignitaires, à certains ministres, etc. Mais là, pendant la campagne de Crimée, il y a un va-et-vient continu et un va-et-vient qui aime bien se pavaner, qui aime bien organiser des fêtes, et les Ottomans sont de plus en plus happés dans ce tourbillon, en quelque sorte, de bals et de réceptions dans les ambassades, dans les palais de France et de Grande-Bretagne. Et l'image que vous voyez ici est celle d'un bal donné par l'ambassade française à Constantinople, donc ce qu'on appelle le Palais de France. C'est d'ailleurs le palais qui est encore en place aujourd'hui, qui bien sûr abrite le consulat, puisque l'ambassade est à Ankara. C'est le grand salon, la salle de bal du palais, qui a été bâtie à la fin de la période de Louis-Philippe, vers 1838. Et c'est une réception où l'on voit donc tout le beau monde de Péra, le quartier entre guillemets européen de la ville, avec pas mal de têtes portant le fez, donc des Ottomans qui fricotent avec les diplomates et les représentants des nations occidentales à Istanbul, mais pas n'importe qui non plus, puisque tout au centre, nous avons le sultan lui-même. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Abdülmecid est le premier à sortir du palais, non pas recevoir les gens chez lui, mais aller au-devant des autres et rendre visite à certaines ambassades lors de fêtes et de réceptions de quelque importance. Il est le premier aussi à se rendre au théâtre, à l'opéra, en ville, et par conséquent pratiquer un peu la ville comme les têtes couronnées d'Europe le font à cette époque-là, ce qui est encore une fois très typique de l'occidentalisation de ce souverain qui s'engage vraiment complètement par le style, par l'attitude, par les goûts, par la musique, par l'art, s'engage complètement dans un mode de vie occidental. Si vous vous souvenez, j'avais parlé il y a de cela 2 ans d'une réception donnée par le sultan Mahmoud II, son père, en 1833 au corps diplomatique dans le palais de Karathane, et je l'avais présenté comme un épisode divertissant, puisque on y voyait toute l'élite ottomane boire avec profusion. Le sultan était censé boire avec modération, mais il buvait énormément et il s'essayait un peu à la galanterie. Mais là, c'était des choses qui se faisaient en privé, beaucoup plus rarement, tandis que maintenant, on voit bien que
avec l'intégration en quelque sorte par la guerre de la capitale ottomane dans le mode de vie, dans la diplomatie, dans les fastes de l'Europe, le sultan et surtout les hauts dignitaires qui l'entourent commencent à fréquenter des endroits, des occasions qui leur étaient complètement interdites ou du moins étrangères jusque-là. Et d'ailleurs, il y a un pendant à cela, puisque là, ce que vous voyez, c'est la salle de bal. Alors, ce n'est pas vraiment la salle de bal, puisqu'on ne danse pas au palais de Dolmabahce, mais c'est le grand salon du palais de Dolmabahce, ce palais que le sultan a fait bâtir à coups de millions, malheureusement, un palais à l'occidental, un palais très lourd, un doux mélange de rococo, de néoclassicisme, etc., mais qui prouve encore une fois que le sultan a bien l'intention de se présenter comme un souverain, comme un monarque occidental, occidentalisé, pratiquant les mœurs et les coutumes occidentales. Et là, ce que l'on voit, c'est un banquet du sultan en l'honneur du maréchal Pélissier, qui commande les troupes françaises en Crimée, en août 1856, donc après la fin de la guerre, fêtant en quelque sorte la conclusion heureuse de ce conflit. Vous voyez comment le palais ottoman s'est mis en quelque sorte à l'heure occidentale et imite avec beaucoup de succès, peu de goût mais beaucoup de succès, et d'ailleurs ça fait partie de la culture du 19e. Le 19e partout est extrêmement lourd, extrêmement opulent, mais d'assez mauvais goût, frôlant souvent le kitsch. Donc le sultan s'est mis à l'heure de l'Europe et affiche son affiliation, son allégeance à l'Europe au jour le jour pendant cette période extrêmement faste de la guerre de Crimée. Alors, je vous le disais, c'est symboliquement aussi extrêmement important, puisque les armées françaises, britanniques et ottomanes vont se battre côte à côte. Il est vrai que pendant la période la plus décisive de la guerre, ce sont surtout les troupes britanniques et françaises qui vont faire céder la résistance russe. Mais lorsqu'on voit par exemple ces médailles miniatures, celles que l'on accroche sur le côté gauche de son uniforme, je crois que ça en dit long sur justement l'enthousiasme de cette communion de trois nations dans un effort de guerre, dans une entreprise martiale contre l'envahisseur russe. On reconnaît tout à gauche la médaille de Crimée britannique avec le profil de Victoria, et on voit bien les batailles qui sont indiquées: Sébastopol, Inkerman, Balaklava, Alma. Juste à côté, la Légion d'honneur française, donc, à côté, l'ordre du Medjidiye, l'ordre Medjidi, l'ordre qui a été instauré par Abdülmecid lui-même quelques années auparavant et qui imite, je vous en avais donné des exemples, qui imitent les décorations occidentales en essayant d'éviter tous les symboles qui sont incompatibles avec la culture ottomane ou islamique. Donc on ne va pas s'amuser à dessiner des croix ou des couronnes parce que ça n'existe pas. Donc on remplace ça par des soleils, des étoiles et bien sûr par le croissant et l'étoile qui est devenu alors déjà le symbole national de l'Empire ottoman. Et tout à droite, la médaille ottomane de la Crimée, celle qui a été donnée aux troupes occidentales et ottomanes qui se sont battues sur le champ d'honneur pendant cette campagne. Le jeu des décorations, les échanges de décorations, est un jeu qui est symboliquement et visuellement extrêmement important.
Vous savez que j'ai la passion un peu des médailles pour avoir travaillé sur l'adoption de ces décorations par les Ottomans au XIXe siècle, et j'ai toujours dit que faire un peu retracer l'histoire de l'adoption et du développement, de l'évolution des médailles, des décorations, des ordres dans l'Empire ottoman, c'est un peu faire une histoire parallèle de l'occidentalisation dans l'Empire ottoman, puisque à chaque moment il y a émulation et il y a bien sûr un jeu diplomatique, puisque ces médailles sont faites pour être échangées, les ordres les plus prestigieux sont donnés aux têtes couronnées ou aux ministres des puissances étrangères dans l'espoir d'une réciprocité. Et c'est là, justement à l'occasion de la guerre de Crimée, que pour la première fois, le sultan ottoman va accepter une décoration occidentale, et cette décoration, ça n'est pas n'importe laquelle, c'est le grand cordon de la Légion d'honneur, qui est décerné à Abdülmecid le 28 décembre 1855, donc vraiment vers la fin de la guerre de Crimée, par l'ambassadeur de France à Constantinople, Touvenel. Le sultan ne la portera jamais. Justement, le principe, c'est qu'il ne porte pas de décorations étrangères, mais jusqu'ici, il les avait tout simplement refusées, jugeant que c'était au-dessous d'eux que d'accepter une marque d'honneur d'une puissance étrangère. Mais c'est la première fois que le sultan ottoman va faire une entorse à cette tradition et qu'il va accepter cette décoration. Et d'ailleurs, c'est tellement important que la Grande-Bretagne va immédiatement lui offrir l'année suivante la fameuse décoration, l'ordre de la Jarretière, que l'on voit ici décrit par le London Illustrated Times. Encore une fois, une décoration qui s'avère inutile pour les Ottomans puisqu'ils ne vont pas la porter, mais le symbole est très fort. Les Ottomans sont déjà acceptés en quelque sorte dans la noblesse occidentale. Bien sûr, il y a une grosse différence entre la tradition de la Légion d'honneur, qui est napoléonienne, et celle de la Jarretière, qui prétend remonter aux temps anciens de la chevalerie, mais dans les deux cas, il y a un phénomène d'inclusion, de reconnaissance de l'égalité du souverain ottoman avec les souverains ou les têtes couronnées d'Europe, donc Napoléon III et Victorien dans le cas de l'Angleterre. D'ailleurs, il y a bien des médailles qui sont frappées, des médailles commémoratives qui sont frappées pour l'occasion, où l'on voit, comme un peu sur la gravure que j'avais présentée tout au début, on voit les trois personnages, les silhouettes de ces trois têtes couronnées, la main dans la main, côte à côte, Abdülmecid, Victoria au milieu et Napoléon III à ses côtés. Quelque chose qui est repris par des bibelots en porcelaine. Ça devient vraiment quelque chose d'extrêmement populaire, ça fait partie de l'art populaire, ce qui donne quand même une assez bonne impression de la manière dont cette image positive de l'Empire ottoman commence à circuler dans des milieux un peu moins exceptionnels que ceux de la diplomatie et de la politique, de la haute politique en Europe. La guerre est une victoire. La guerre de Crimée se termine par la victoire des Alliés contre les Russes, et par conséquent, la question d'Orient est en quelque sorte résolue, puisque la paix est signée, le congrès de Paris, je vous le disais, et vous avez là une jolie une image d'Épinal en quelque sorte, qui représente encore une fois les souverains à la fois vainqueurs et vaincus. Victoria confortablement assise devant le roi d'Italie, Vittorio Emanuele, enfin le futur roi d'Italie, le roi de Sardaigne, Vittorio Emanuele, et bien sûr, on reconnaît bien le sultan
Abdülmecid au milieu, encore une fois une position centrale, puisque c'est quand même une guerre qui s'est déroulée dans les territoires orientaux partagés par la Russie et l'Empire ottoman, et à ses côtés Napoléon III, très fier de cette victoire et montrant de la main le traité de paix qui vient d'être signé le 30 mars 1856. De l'autre côté de la table, le vaincu, c'est-à-dire Alexandre, puisque Nicolas est mort, il a été remplacé, il a été succédé par Alexandre. Alexandre qui devra signer ou faire signer le traité de paix qui est un événement désastreux d'ailleurs pour la Russie. La Russie a été très fortement secouée par cette défaite. Le Congrès de Paris est un des moments les plus illustrés de cette période. Nous l'avons vu en image d'Épinal. En voici une image beaucoup plus bourgeoise, beaucoup plus ampoulée en quelque sorte, puisque c'est un tableau par Édouard-Louis Dubuff, le Congrès de Paris, daté du 25 février, puisque c'est là que se réunissent pour la première fois les plénipotentiaires, et c'est au bout d'un mois que le traité sera signé. Et là encore, on voit côte à côte ces beaux messieurs de la politique occidentale côtoyant des Ottomans. On connaît d'ailleurs on connaît bien les deux plénipotentiaires ottomans de cette conférence. Tout au fond, là, le dos à la porte, en train de dire quelque chose à son voisin, nous avons Mehmed Cemil Pacha, qui est ambassadeur à Paris, et qui a aussi l'honneur d'être le fils de Mustafa Reşit Pacha, le fameux Mustafa Reşit Pacha, à qui l'on attribue, et j'ai moi-même attribué en grande partie, la paternité du décret des Tanzimat. Et au premier plan, assis dans un fauteuil à la droite de l'image, Ali Pacha. Ali, il faut faire attention, c'est un nom un peu traître, puisque ce n'est pas Ali, mais Ali. C'est un A long, et c'est un diplomate, mais c'est surtout un homme d'État qui a été formé à l'école de Mustafa Reşit Pacha. Donc ce n'est pas son fils, mais c'est son fils spirituel. Il est à cette époque grand vizir, et c'est lui-même qui se déplace jusqu'à Paris pour aller signer ce traité, ce qui vous donne une idée de l'importance qu'attachent les Ottomans à ce traité. Enfin, la photographie, donc les trois registres, si vous voulez, le registre le plus noble, la peinture à l'huile, le registre le plus populaire, l'image d'Épinal, et un registre un peu intermédiaire qui ne circule pas encore très bien, celui de la photographie, mais qui permet quand même de fixer pour l'éternité, en tout cas jusqu'ici, l'image des plénipotentiaires ayant participé à cette conférence. Et là aussi, on reconnaît au premier plan, un peu caché entre ses deux voisins, Ali Pacha, et debout au second rang, on reconnaît Mehmed Cemil Pacha, donc le fils de Mustafa Reşit Pacha, ambassadeur ottoman à Paris. Et tout à gauche, Cavour, le futur architecte de l'unité italienne. 1856, donc nous sommes arrivés un peu à la conclusion de la guerre de Crimée, et je vous le disais, c'est quelque chose qui est directement lié à la promulgation, à la proclamation du fameux édit des Tanzimat. Alors, c'est un édit qui complète, qui prétend compléter et parfaire en quelque sorte le travail qui avait été entamé en 1839 tout au début du règne du sultan Abdülmecid, donc les Tanzimat, et c'est quelque chose que les Ottomans vont donc célébrer comme une grande victoire. J'en veux pour preuve, encore une fois, une médaille commémorative du Hatt Humayun, frappé en Belgique par un certain Laurent Joseph
Art, que vous connaissez peut-être, puisque je vous avais montré l'année dernière une médaille assez imposante, toute dorée, des Tanzimat, une médaille commémorative des Tanzimat qui avait été frappée en 1850, fondue plutôt, parce que ce sont vraiment des objets fondus, en 1850. Donc c'est un artiste, un graveur, assez typique justement du goût de l'époque, qui a travaillé depuis 1850 pour les Ottomans en produisant pour eux des médailles qui ne sont pas tout à fait officielles, elles sont officieuses, ce sont des médailles commémoratives, mais elles marquent bien la priorité que donnait le gouvernement ottoman à certains événements dans leur histoire. Donc c'est un peu une histoire médaillée, comme on disait, du règne d'Abdulaziz, qui se termine par cette dernière médaille. Et vous voyez, on y voit d'un côté donc l'avers Abdülmecid Khan, empereur des Ottomans. On le voit au milieu d'une sorte de représentation d'une étoile. On le voit avec son plumet et son fez. Et au revers, on voit une représentation tout à fait symbolique de ce fameux Hattı Humayun. On arrive à lire 18 février 1856, Hattı Humayun. Hattı Humayun, c'est un terme générique qui décrit tout édit, tout décret qui est promulgué par le sultan et qui porte la signature du sultan, c'est-à-dire le chiffre impérial, la toura du sultan. Donc il n'a pas vraiment de nom. Dans la littérature occidentale contemporaine, il est appelé en général le Hattı Humayun. Nous verrons que les Ottomans lui donnent un nom un peu plus particulier. Mais ce qui est intéressant ici, et c'est justement le propre des médailles, les médailles sont des objets de propagande, ce sont des objets qui sont censés véhiculer certaines idées, certaines notions, certains termes plus ou moins aguichants, pour faire de la publicité à l'État ou au souverain qu'il célèbre. Et là, on voit qu'autour de cette représentation du Hattı Humayun. D'ailleurs, cela ressemble plus à la table des lois, à des représentations mythiques de la table des lois, ou même à certaines représentations de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais on lit tout autour unité, réconciliation, sécurité, progrès. Alors, est-ce vraiment sont-ce des termes qui ont été choisis par les Ottomans? Malheureusement, nous n'avons pas d'informations là-dessus. Et je rage à chaque fois parce que ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir comment un produit fini, que ce soit un texte, que ce soit un tableau ou que ce soit une médaille, comment ce produit fini a été pensé, s'il y a eu des brouillons, s'il y a eu des discussions pour le choix de la terminologie utilisée, etc. Dans le cas des médailles de Art, malheureusement, nous n'avons aucune information. Comme c'était un entrepreneur qui travaillait un peu seul à Bruxelles, il ne faut pas trop se fier à cette terminologie et en déduire que c'est une sorte de motto, une sorte de devise qui lui ont été proposés ou imposés par le gouvernement ottoman. Je pense que c'est de lui-même qu'il a pensé qu'il était utile de souligner ces termes parce que ce sont des termes qui sont un peu dans l'air du temps et qui collent assez bien avec les problèmes que rencontre l'Empire ottoman. Progrès, tout le monde en rêve, et les Ottomans ont toujours dit qu'ils voulaient entrer dans la voie du progrès. Sécurité, évidemment, avec l'ours russe à peu de distance, la sécurité est un problème de taille pour les Ottomans. L'unité aussi, puisque c'est un empire un peu éparpillé. Un homme d'État ottoman parlait des États désunis de Turquie, un bon mot pour décrire la situation un peu chaotique de cet empire qui est multiethnique, multiconfessionnel et qui est un peu éparpillé sur 3 continents. Donc unité
l'unité, ça aussi. Alors réconciliation, est-ce une référence à la paix? Est-ce une référence à des tensions internes? C'est difficile à dire, et encore une fois, on ne peut pas pénétrer le mystère de la pensée de Hart sans avoir accès à ses archives ou à des brouillons, etc. Mais en gros, voilà un médaillon commémoratif qui vous donne bien une idée de ce que représente pour les Ottomans la promulgation de ce décret. Alors le décret en lui-même, en voici l'original, c'est un décret à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est du texte au kilomètre, les Ottomans n'ont pas encore adopté certaines des formes de composition que l'Occident utilise depuis longtemps. Il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas d'alinéa, on ne numérote pas les articles, on les énumère simplement. Donc c'est un texte qui en lui-même ne sent pas la modernité. Il n'a pas vraiment un aspect très moderne. Au contraire, il a un aspect très conservateur. Mais en revanche, et je crois que nous allons commencer maintenant à en étudier la teneur, à en étudier le contenu. Le contenu, lui, est excessivement nouveau. Bien sûr, ça, je l'avais déjà dit pour les Tanzimat, pour l'édit de 1839, mais vous allez voir que dans le cas de l'édit de 1856, c'est vraiment une terminologie et des concepts et des intentions et des décisions qui vont bien au-delà de tout ce qui pouvait avoir été dit en 1839 dans le contexte de l'édit des Tanzimat. Alors, Hatti Humayun du 18 février 1856, c'est un peu comme ça qu'on le retrouve dans les recueils de lois, etc., qui ont été publiés en français. Alors, comme l'édit des Tanzimat, il a été immédiatement traduit en français, et vous allez voir que c'était tout à fait logique. La publication officielle dans le Codex ottoman, elle a un titre un peu plus ronflant et un peu plus descriptif en turc, que voici: Islahata dair taraf vekalet mutlakaya hitaben balası Hattı Hümayun ile müveşşah Şeref Sadır olan Ferman Ali. Alors c'est très empoulé, c'est très long, mais en gros ça dit décret auguste orné du chiffre impérial. Donc voilà, c'est la définition même d'un Hattı Hümayun, concernant les réformes adressées, il manque un accent aigu là, adressées au grand vizirat. Décret auguste adressé au grand vizirat, ce sont donc des instructions données par le sultan, d'ailleurs c'est toujours le cas, c'était le cas pour l'édit de 1839, concernant les réformes. Alors il y a de la réforme dans l'air. C'est un texte qui a été souvent cité, souvent en passant. Personne ne s'est vraiment penché, sauf les contemporains, parce que les contemporains, les juristes, les observateurs politiques de l'époque, bien sûr, sont immédiatement intéressés par tout texte qui est promulgué, qui est proclamé par l'Empire ottoman pendant cette période. Mais aujourd'hui même, il fait un peu partie, un peu comme les Tanzimat, il fait partie des acquis de l'historiographie. On sait que c'est un édit un peu révolutionnaire, ou du moins qui pousse à l'extrême les intentions qui avaient déjà été exprimées en 1839. Donc on en parle comme d'un moment fort de l'occidentalisation. On parle souvent du fait que c'est un peu un flop, c'est-à-dire qu'il ne sera pas vraiment possible de réaliser toutes les promesses qui sont énoncées, mais il est rare qu'on se penche vraiment sur le texte lui-même. Or, vous le savez, c'est quelque chose que j'aime faire, j'aime me pencher sur les textes, j'aime décortiquer les textes, et je pense
que cette leçon, ce cours, s'y prête particulièrement bien, puisque c'est une occasion pour voir un peu autour d'un texte, essayer de rayonner à partir d'un texte pour comprendre mieux le contexte dans lequel il a été conçu, il a été proclamé. Je voudrais quand même souligner une belle exception, une ancienne étudiante, Eileen Kochunian, a publié en 2018 un livre intitulé Negotiating the Ottoman Constitution de 39 à 76. Le sujet de cette étude est surtout le processus qui mène à la proclamation de la Constitution ottomane de 1876, mais en passant, elle se penche sur 1839 et bien sûr sur les constitutions des millettes, des nations ottomanes, arméniennes, grecques, juives, mais elle consacre une trentaine de pages à l'édit de 1856, et c'est une étude très poussée qui parle non seulement du contexte politique, de la manière dont le texte a été conçu, mais qui fait aussi une analyse textuelle de ce document. Donc si jamais vous avez un intérêt croissant pour cette question et surtout pour la suite de cette affaire, c'est-à-dire le chemin qui mène à la promulgation de la Constitution en 1876, c'est là un titre que je vous conseille d'acquérir et de lire. Venons-en au texte lui-même. Comme tous les textes plus ou moins juridiques, tous les décrets, à l'Est comme à l'Ouest, ils commencent par un préambule qui présente les faits. Vous vous souviendrez que l'édit des Tanzimat, lui aussi, débutait par un préambule. Nous y reviendrons d'ailleurs. Celui-ci est un préambule beaucoup plus moderne, puisqu'il reprend un peu le format des décrets occidentaux, où le souverain s'adresse à son ministre et utilise un vocabulaire qui est résolument moderne, puisqu'il parle de, je lis donc, très noble et éminent ministre, très glorieux et respectable Mushir donc généralissime, régulateur et organisateur des peuples, vous qui dirigez les affaires par votre esprit pénétrant, qu'il est terminé par la rectitude de votre jugement, qui consolidait heureusement l'édifice de la prospérité du pays, qui distribuait les emplois de notre cour califale, qui en défendait l'honneur, qui, enfin, êtes comblé des faveurs du souverain roi, notre grand vizir actuel, notre alter ego, Mehmed Emin Ali Pacha, donc Ali Pacha que nous avons vu assis à la table de la conférence de Paris, décoré de notre ordre impérial du Medjidieh, donc cet ordre qu'il a créé lui-même, de première classe, et de la décoration du mérite personnel que Dieu vous accorde d'une grandeur impérissable. Donc on commence par présenter en quelque sorte la relation entre le souverain et son alter ego, comme il dit, c'est-à-dire le grand vizir. Je souligne en rouge, je surligne en rouge la prospérité du pays. Prospérité, c'est un nouveau terme. Ça fait partie un peu de l'ère du temps. Déjà, en 1839, on parlait de prospérité et de bonheur. C'était le début, en quelque sorte, de l'usage d'une rhétorique tout à fait occidentale, où on commence à se soucier non pas de manière traditionnelle de la protection ou de la justice délivrée au peuple, mais on parle de prospérité, de richesse matérielle. Donc on voit bien qu'il y a déjà une touche de matérialisme, une touche de progrès qui a pénétré la rhétorique impériale. Deuxième paragraphe du préambule, sachez, au reçu de ce rescrit impérial, que le bonheur, encore une fois, donc le bonheur de tous les peuples,
dont la Providence a daigné me confier le dépôt. Donc il est dépositaire de ces peuples. Il a la responsabilité, le dépôt de ces peuples, ce qui est une vision assez traditionnelle, puisque c'est un peu la notion de zimmet, la dhimma, même si dans le cas des sultans ottomans, ce terme est utilisé en général pour les non-musulmans, dont la vie est garantie par le souverain musulman. Donc la Providence a daigné me confier le dépôt, étant la plus chère et la plus constante de mes préoccupations, le bonheur étant... bon, et ça c'est déjà une vision assez moderne, le souverain un peu paternel, le petit père du peuple, celui dont le souci et la préoccupation première est le bonheur de son peuple. L'univers entier a pu voir, depuis mon avènement, donc 1839, grâce à Dieu, les fruits de ma sollicitude à cet égard. Toutefois, désirant donner une plus grande extension ainsi qu'une consécration nouvelle au nouveau régime Tanzimat Khairiyeh que j'ai eu le bonheur d'établir, afin d'arriver ainsi à un état de choses conforme à la fois à la dignité de mon gouvernement ainsi qu'à la position éminente qu'il occupe parmi les nations civilisées. Alors là, vous comprenez bien que c'est le sultan se référant à sa propre réforme initiale, celle de 1839, le nouveau régime, donc il revendique en quelque sorte d'avoir changé le régime. C'est une nouvelle ère qu'il a inaugurée avec le décret des Tanzimat. Il les nomme d'ailleurs, Tanzimat Khairiyeh, c'est la formule consacrée, et il insiste sur le fait que ça ne lui suffit plus. Il veut aller plus loin, il veut non seulement confirmer, mais il veut les amener au niveau de quoi? Au niveau de la civilisation. La position éminente qu'il occupe, que mon empire occupe parmi les nations civilisées. Cette notion de civilisation est extrêmement nouvelle, elle date à peu près des Tanzimat. D'ailleurs, l'un des bureaucrates et hommes d'État dont on sent l'influence sur les Tanzimat utilisait tout d'abord le terme civilisation, donc une phonétisation de civilisation, et ensuite les Ottomans se sont portés sur la solution d'utiliser medeniyet. Medeniyet, le fait d'être civilisé dans le sens grec du terme, romain du terme, c'est-à-dire la ville. Donc c'est un néologisme arabisant qu'ils utiliseront et qu'ils vont tout au long du XIXe siècle utiliser pour parler de civilisation. Et leur obsession, c'est justement d'être civilisé. Et souvent, je vous ai déjà donné des exemples de cela, il y a des aveux un peu naïfs quand ils disent voilà une nouveauté que nous introduisons parce qu'elle a eu beaucoup de succès auprès des nations civilisées, ce qui sous-entend qu'ils ne se considèrent pas tout à fait au même niveau que les nations civilisées. Mais là, Abdülmecid dit bien je suis un souverain parmi les autres souverains des nations civilisées. Donc c'est afin de confirmer les Tanzimat et d'y apporter ce complément qui est nécessaire pour atteindre ce niveau de civilisation que je décrète ces lois, ce document. D'autre part, dit-il, donc c'est le préambule qui continue, d'autre part, considérant que les droits augustes de ma couronne viennent, grâce à l'assistance du Très-Haut, de recevoir à l'extérieur une consécration nouvelle, alors là, c'est une référence directe à deux choses qui n'en font qu'une. C'est son alliance avec la Grande-Bretagne et la France, c'est-à-dire le fait qu'il a été reconnu comme un égal et un allié des deux plus grandes puissances de l'époque. Et c'est aussi une référence au fait qu'avec ses alliés, il a gagné la guerre. Il a gagné la guerre contre la Russie, donc c'est une consécration nouvelle. Et il remercie qui, par suite, des louables efforts de mes fidèles sujets de toute classe.
déjà assez nouveau. On remercie les sujets. On remercie, on reconnaît la participation des sujets à la réussite d'un projet impérial et on insiste sur sujets de toute classe. Si vous vous souvenez, avec l'édit des Tanzimat, c'est un des mots clés qui permettent d'inclure dans la suggestion, dans la population de l'Empire, les non-musulmans et les musulmans, de les inclure tous les deux. Donc toute classe veut dire au-delà de toute différence de confession, ainsi que par la sollicitude et le généreux concours des hautes puissances, mes nobles alliés. Alors là aussi, on reconnaît déjà l'apport des grandes puissances, donc on les remercie. Ce n'est pas un ingrat, il est conscient du fait que l'effort guerrier, s'il a réussi, c'est surtout à cause ou grâce aux armées et aux marines britanniques et françaises, mais il est fier, encore une fois, de les appeler ses nobles alliés. Donc les hautes puissances, on les appelle déjà hautes, on les appellera grandes par la suite, mais les hautes puissances, c'est un peu une reconnaissance du rôle très important que l'on attribue à ces nations civilisées dont les représentants les plus puissants sont la France et la Grande-Bretagne. Considérant dès lors que cette époque est le commencement d'une ère nouvelle de prospérité, donc encore un nouveau recommencement, un nouveau commencement, 1839 en était un, mais 56 en sera un deuxième, les sentiments généreux que je professe pour mon peuple me font un devoir de chercher aussi à l'intérieur et par tous les moyens possibles le développement de la force, de la puissance et de la prospérité du pays, et de faire ainsi le bonheur de mes sujets de toute classe, encore une fois, unis tous entre eux par les liens d'un cordial patriotisme, comme ils sont tous égaux aux yeux de ma vive et paternelle sollicitude. Alors là, la fin du paragraphe est quand même très forte, c'est-à-dire que là, il justifie cet édit, ce décret, par l'objectif qui s'est fixé de développer la force, la puissance, la prospérité du pays, donc de s'engager dans la voie du progrès. Mais pourquoi ? Pour le bonheur de tous ces sujets, qu'ils considèrent tous être égaux devant à ses yeux et qu'ils pensent être unis par un sentiment cordial de patriotisme. Alors là, il y a un discours qui est très nouveau. On avait déjà des références au patriotisme dans l'édit des Tanzimat, avec une des premières occurrences de l'usage du terme Vatan, la patrie, ce qui deviendrait la patrie par la suite en 1839. Mais là, quand même, quand on voit puissance, prospérité, bonheur, toute classe, égalité et patriotisme dans une même phrase, on comprend que là, l'objectif est bien plus ambitieux. Il n'y a pas de mystère, l'objectif, c'est finalement de proclamer l'égalité des sujets, cette égalité qui n'était que sous-entendue en 1839, puisque à la fin on disait toutes les clauses s'appliquent également aux non-musulmans, mais on ne reconnaissait pas l'égalité des non-musulmans devant du statut des non-musulmans, puisque on conservait quand même des traditions et des pratiques vexatoires qui étaient essentiellement destinées à marquer la différence entre les musulmans et les non-musulmans, et par conséquent à signaler la supériorité des musulmans sur les non-musulmans. Or, 1856, c'est la première fois qu'on parle vraiment d'égalité et qu'on insiste sur le fait que le sultan embrasse
tous ces sujets et qu'il les considère égaux. Et par conséquent, le texte du décret va en gros essayer d'exprimer les manières dont cette égalité, dont cette inclusion seront réalisées. Il y a bien sûr le côté toujours très intéressant de la traduction, et j'ai relevé quelques termes qui me paraissent particulièrement intéressants parce qu'ils sont nouveaux. Nouveau régime traduit par Nizamat Jedide ya Hayriye. Donc Jedid, nouveau, Nizamat, les ordres, les règlements. Donc régime n'a pas encore d'équivalent, mais on arrive à décrire cela par une formule assez heureuse. Nation civilisée, Millet le Mutemeddine, donc vraiment une traduction littérale de cette expression. Les hautes puissances, Duvel Mufahama, Mufaham, puissant, prestigieux, glorieux, donc c'est une épithète forte pour décrire les États étrangers avec lesquels l'Empire s'est forgé une alliance. Bonheur, Saadet Tehal. Alors Saadet, c'est le bonheur, mais c'est un bonheur un peu abstrait, tandis que Saadet Tehal, c'est le bonheur un peu matériel, c'est le bonheur de la situation, c'est-à-dire le fait de reconnaître que la situation heureuse de la population est une des priorités du sultan. Cordial patriotisme, alors comment traduire ça? Revarabut kalbiye vatandashi. Alors, revarabut, c'est le pluriel de rabuta, ce sont des attaches, ce sont des liens. Kalbiye, c'est cordial, ça a un rapport avec le cœur. Et vatandashi, alors c'est un néologisme qui est un peu bancal, un peu étrange, c'est la première fois qu'on le voit apparaître, puisque dash, c'est en général un suffixe de communion. Meslektash, c'est un collègue, c'est quelqu'un qui partage le même métier. Vatandash, c'est donc un citoyen. Mais ce n'est pas vraiment de la citoyenneté, le patriotisme, mais comme Vatan a déjà été plus ou moins accepté comme un équivalent de patrie, Vatandashi est inventé et sera abandonné par la suite pour parler de patriotisme. Ego, Musaavi. L'égalité, c'est Musaavat, un terme qui n'est guère utilisé jusque-là et qui va devenir de plus en plus courant dans la terminologie politique et idéologique de l'Empire. Et prospérité, Ma'amouriet, le fait d'être riche, d'être productif. Donc c'est toute une terminologie nouvelle qui va nourrir une rhétorique nouvelle, la rhétorique du progrès, la rhétorique de l'égalité, la rhétorique du bonheur et la rhétorique du patriotisme. Alors, quelles sont ces clauses? Alors, le préambule disait, voilà les causes pour lesquelles je proclame ceci. Alors, première clause, on pouvait s'y attendre, confirmation de l'édit de 1839. Les garanties promises et accordées à tous nos sujets par le Khatt Shérif de Gulhaneh et par les lois du Tanzimat, sans distinction de culte, et ça c'est quelque chose qu'il pêche dans la terminologie des Tanzimat, pour la sécurité de leur personne et de leurs biens et pour la conservation de leur honneur. Vous vous souviendrez peut-être que c'était ça vraiment que les Tanzimat promettaient au sujet de l'Empire, sont rappelés et consacrés de nouveau. Il sera pris des mesures efficaces pour que ces garanties reçoivent leur plein et entier effet. Deuxième article, sont reconnus et maintenus en totalité les immunités et privilèges spirituels donnés et accordés par nos illustres ancêtres et à des dates postérieures aux communautés chrétiennes et autres, non musulmanes, établies dans notre empire sous notre égide protectrice. Les pouvoirs concédés aux patriarches et aux évêques chrétiens par Sultan Mehmed el-Fatih, le conquérant, donc Mehmed II, le conquérant de Constantinople, de glorieuse mémoire, et ses illustres prédécesseurs seront mis en harmonie avec l'état et la position nouvelle que nos intentions généreuses assurent à ces communions.
Alors ça c'est intéressant parce que ça c'est nouveau. Les Tanzimat, l'édit des Tanzimat se réfère au passé en parlant de la gloire des sultans et en parlant surtout de la charia qui n'a pas été respectée et par conséquent qui a été la cause indirecte donc de ce déclin. Mais là, on parle de quelque chose d'autre. On parle du fait que, dès le début, les sultans ottomans ont accordé des privilèges et des immunités, une protection, mais aussi des privilèges, à des chrétiens et autres. Alors, chrétiens et autres, je ne vous cacherai pas que dans la première version de ce texte, on ne parle que de chrétiens. Et pour cause, le texte étant fortement inspiré, nous y reviendrons, par la diplomatie occidentale, l'Occident en ce moment ne se soucie guère des Juifs. Et par conséquent, c'est avant tout sur les chrétiens que se concentre la terminologie et la rhétorique de ce texte. Et par la suite, à la suite d'interventions de certains hommes politiques et de certains juifs très influents, tels les Rothschild, qui insisteront pour l'inclusion des juifs dans les clauses de cet édit, on aura une manière plus ou moins vague d'inclusion des juifs dans ces clauses. Mais là, ce qui est important, c'est la référence à une histoire personnelle, l'histoire de ses ancêtres, une histoire nationale, l'histoire de l'Empire ottoman, qui déjà, de longue date, aurait eu une attitude extrêmement tolérante, extrêmement bénéfique envers les non-musulmans. Et ça, bien sûr, il ne faut pas s'en étonner, c'est une manière un peu d'introduire ce qui sera le sujet principal de l'édit. Et c'est la manière que les bureaucrates ottomans, Ali Pacha entre autres sûrement, Fouad Pacha aussi, ont trouvé de donner une touche un peu plus locale à un texte qui autrement aurait pu, et les a froissés de toute façon, mais aurait pu froisser les susceptibilités de la population musulmane. Donc on voit que c'est une sorte de garde-fou, on essaye de bien dire que c'est là quelque chose qui s'inscrit dans la tradition de l'Empire ottoman et des ancêtres du sultan. Et on commence ensuite à énumérer ces immunités et ces privilèges, les confirmer. L'administration des affaires temporelles des communautés chrétiennes et autres non musulmanes, encore une fois, sera placée sous la sauvegarde d'un conseil dont les membres seront choisis parmi le clergé et les laïcs de chaque communauté. Donc on constitue en quelque sorte un petit parlement, un petit conseil pour chacune de ces nations. C'est en quelque sorte la naissance du système des millettes. On reconnaît en quelque sorte une autonomie à ces communautés définies par la religion et on veut mélanger les laïcs et le clergé pour constituer une sorte de conseil de cette nation, de cette communauté, qui va diriger les affaires internes de la communauté. Dans les villes, bourgades et villages où la population appartiendra en totalité au même culte, il ne sera mis aucune entrave à la réparation et à la restauration, d'après la forme primitive, des édifices consacrés au culte, ainsi que des écoles, des hôpitaux et des cimetières. Si une communauté se trouve seule dans une localité, sans être mêlée avec d'autres communions religieuses, elle ne sera soumise à aucune espèce de restriction dans l'exercice public et extérieur de son culte. Alors, quant aux villes, bourgades et villages composés d'habitants appartenant à différents cultes, chaque communauté pourra, dans le quartier distinct qu'elle habite, réparer et restaurer ses églises, hôpitaux, écoles et cimetières en se conformant aux principes ci-dessus indiqués. Alors c'est une liberté. C'est une liberté, on donne aux communautés non musulmanes un droit qui leur a été refusé jusqu'ici, celui de réparer leurs églises, d'ériger des hôpitaux, de se munir en quelque sorte des outils communautaires
qui vont permettre à cette communauté de s'autogérer. Donc c'est une nouveauté. Mais en faisant ça, on insiste aussi sur une sorte de communautarisme, une sorte de sectarianisme, une sorte de confessionnalisation. C'est-à-dire qu'on encourage les gens à se regrouper par confession afin d'éviter les mélanges. Ce qui est dans la plus pure tradition ottomane, l'Empire ottoman est un empire de différence, comme ça a été dit, Karen Barkey, c'est le titre d'un ouvrage, mais c'est un empire de différence qui se prémunit contre les problèmes qui pourraient découler de ces différences en isolant autant que possible les communautés diverses, c'est-à-dire en mettant des obstacles physiques, pas des ghettos, mais en rendant moins perméable l'espace physique qui est partagé par diverses communautés. Moins on se fréquente, moins il y a de risques de conflits. Donc c'est un peu dans cette logique-là que l'on peut voir ça, mais c'est aussi un système qui encourage vraiment l'officialisation de cette confessionnalisation de l'Empire ottoman. C'est un système qui nous rappelle aujourd'hui le Liban. Et le Liban est en quelque sorte un laboratoire qui a été développé par les Ottomans pour faire plaisir à l'Occident, ou du moins pour éviter l'intervention de l'Occident, en attribuant à chaque communauté définie par sa confession un certain espace et un certain rôle dans la vie publique. Donc une compartimentation, une confessionnalisation de la société. Le gouvernement prendra les mesures énergiques et nécessaires pour assurer à chaque culte la pleine liberté de son exercice. Liberté du culte, alors ça c'est très occidental, mais c'est quelque chose à quoi les Occidentaux tiennent énormément, notamment dans le cas des conversions et des apostasies, puisqu'il y a beaucoup de cas de transfert d'une religion à l'autre, et parfois, notamment quand il s'agit d'apostasie de l'islam, c'est quelque chose qui peut être puni par la peine capitale. Et par conséquent, les puissances occidentales qui ont déjà en tête une idée et une pratique de prosélytisme en Anatolie, prosélytisme à l'égard des musulmans, mais surtout à l'égard des chrétiens d'Orient, il est important de rendre le culte libre par principe pour pouvoir asseoir l'expansion en quelque sorte des cultes qui viendraient à se former. Tout mot, alors 8 et 9, ce sont deux articles qui me paraissent extrêmement importants. Tout mot et toute expression ou appellation tendant à rendre une classe de mes sujets inférieure à l'autre, à raison du culte, de la langue ou de la race, sont à jamais abolis et effacés du protocole administratif. Et c'est donc une référence directe à l'usage qui est fait dans la langue ottomane de qualificatifs péjoratifs, d'épithètes péjoratives à l'égard des non-musulmans. Diavouj étant l'exemple le plus connu. Diavouj, c'est une déformation de kafir, infidèle, et c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui, ce qui prouve que 56 n'a pas vraiment pris racine, encore aujourd'hui, il est fréquent d'entendre la population musulmane turque parler des étrangers en parlant de diavouj, d'infidèles. Donc c'est une référence directe à cette pratique que l'on essaye de déraciner. Neuvième, la loi punira l'emploi entre particuliers ou de la part des agents de l'autorité de toute expression ou qualification injurieuse ou blessante. Voilà, donc les deux combinés sont une sorte de garantie donnée aux non-musulmans que l'État, que l'insulte à laquelle ils sont soumis quotidiennement par le traitement
injuste, cette supériorité exprimée par les musulmans va disparaître, va être interdite. Alors bien sûr, est-ce vrai? C'est une autre question. Le culte de toutes les croyances et religions existant dans mes États y étant pratiqué en toute liberté, aucun de mes sujets ne sera empêché d'exercer la religion qu'ils professent. Encore une fois, personne ne sera ni vexé ni inquiété à cet égard, personne ne sera contraint à changer de culte ou de religion. Les agents et employés de l'État sont choisis par nous. Ils sont nommés par décret impérial et comme tous nos sujets, sans distinction de nationalité, seront admissibles aux emplois et services publics. Donc là, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. On a d'abord commencé par définir les communautés, définir la structure, la hiérarchie des communautés. Ensuite, on est passé à la liberté des cultes. On est passé à l'égalité des sujets en condamnant toutes les expressions et toutes les formulations qui vont à l'encontre de cette égalité. Maintenant, on passe à ce que les Américains appelleraient equal opportunity, c'est-à-dire la possibilité de s'élever dans la profession publique ou dans n'importe quelle profession sans être soumis à la moindre discrimination sur la base de la race, de la religion, etc. Tous nos sujets, 14, sans différence ni distinction, ça revient comme un leitmotiv, puisque c'est l'objectif, seront reçus dans les écoles civiles et militaires du gouvernement. Donc on appelle les non-musulmans à s'intégrer, en quelque sorte, dans la machine de l'État, pourvu qu'ils remplissent les conditions d'âge et d'examen, etc. De plus, chaque communauté est autorisée à établir des écoles publiques pour les sciences, les arts et l'industrie. Seulement, le mode d'enseignement et le choix des professeurs, etc., sera contrôlé par l'État. Donc, on joue sur deux faces. C'est-à-dire que, d'une part, on intègre, c'est-à-dire qu'on donne aux non-musulmans la possibilité de devenir les égaux des musulmans en pratiquant les mêmes métiers, en fréquentant les mêmes écoles, etc. Mais on leur donne aussi, et c'est la confessionnalisation, la possibilité de s'isoler et par conséquent de se créer leurs propres écoles, leurs propres institutions afin de s'autosuffire en quelque sorte. Donc il y a là une contradiction, mais c'est aussi une soupape de sécurité dans le cas où l'intégration ne marcherait pas. Ensuite, vous avez le côté juridique, l'intégration juridique avec l'établissement de tribunaux mixtes. Donc on veut moderniser l'appareil juridique, on veut introduire des tribunaux mixtes, c'est-à-dire musulmans et non-musulmans, pour traiter des affaires qui concernent des non-musulmans. Et on veut aussi traduire, par exemple, article 19, les lois pénales dans les différents idiomes usités dans l'Empire. Donc on veut devenir pluriel, on veut reconnaître la pluralité de l'Empire dans l'administration, dans la juridiction. L'égalité des impôts, qui entraîne l'égalité des autres charges, de même que celle des droits, entraîne aussi celle des devoirs. Les chrétiens et autres sujets non musulmans devront, comme les musulmans, se soumettre à la loi dernièrement promulguée sur la levée du contingent militaire. Alors ça, c'est révolutionnaire. Les musulmans sont admis dans l'armée. Il y avait déjà eu des tentatives dans les années 1840, mais là, c'est officiel. L'armée est ouverte aux non-musulmans. En revanche, tout de suite après, 25, le principe de l'exemption personnelle du service militaire, soit par le remplacement, soit par le rachat, sera admis. Et ça, en fait, c'est ce qui permet de contourner l'article 24, puisqu'il y a là un problème de taille. Les musulmans ne veulent pas des non-musulmans dans l'armée, et les non-musulmans ne veulent pas servir dans l'armée. Donc, tout le monde est d'accord sur le fait que les non-musulmans ne devraient pas servir dans l'armée. Seulement, l'égalité
des droits implique bien sûr l'égalité des devoirs. Et par conséquent, il est exclu d'exenter les non-musulmans de l'armée, du service militaire. Et par conséquent, ce qu'on va faire, c'est assez machiavélique, on va remplacer la capitation, ce fameux tribut que payent les non-musulmans, et qui, du fait de l'égalité, est aujourd'hui inadmissible, on va le remplacer par l'exemption personnelle du service militaire, par le rachat du service militaire. Et par conséquent, on va en quelque sorte faire glisser un élément d'inégalité dans un registre d'égalité pour résoudre un problème qui, en fait, satisfait les deux parties concernées, à la fois les musulmans et les non-musulmans. Les musulmans continuent de recevoir ce revenu, le revenu le tribut des non-musulmans, et du côté des non-musulmans, tout en étant reconnus comme égaux, ils sont exemptés du service militaire et par conséquent, ils peuvent vaquer à leurs occupations sans avoir à se soucier de ce qui est un cauchemar pour la plupart des appelés musulmans. Et les règlements nécessaires sur le mode d'admission des sujets non musulmans dans les rangs de l'armée seront dressés et publiés, etc. Voilà. Alors, on procédera à la réforme, c'est l'article 27, des règlements relatifs à la composition des conseils de préfecture et de sous-préfecture, afin d'assurer la sincérité du choix des membres musulmans, chrétiens et autres. Encore une fois, les juifs, c'est toujours les autres. Libre manifestation des votes. Donc on essaye d'organiser la vie publique dans les provinces sur le pied non d'une égalité forcément, mais en tout cas d'une participation de tous les éléments qui constituent la population. Article 28. On ouvre l'achat, la vente et la possession des propriétés immobilières à tous les sujets ottomans et, point très intéressant, on l'ouvre aussi aux étrangers. On donne aux étrangers le droit de posséder des immeubles, des biens immeubles dans l'Empire ottoman, même si dans la pratique ça va tarder quelque peu, mais le principe est là et c'est quelque chose que les Occidentaux réclamaient depuis 1838. Barachin d'ailleurs était un de ceux qui essayait de convaincre Mustapha Reşit Pacha de modifier la loi afin de rendre ces achats possibles. Égalité devant l'impôt, etc. Et on arrive donc à la fin de l'édit. Et la fin de l'édit, ce sont les clauses purement économiques. Les clauses purement économiques, c'est-à-dire qu'on s'attaque à la corruption, à la concussion, à la malversation. Là encore, on dit qu'on s'attaque à tous les sujets, de quelque classe qu'ils fussent. Mais ce sont les articles 37 et 38 qui me paraissent les plus intéressants dans ce registre. 37, il sera créé des banques et d'autres institutions du même genre pour donner du crédit aux finances du pays et pour réformer le système monétaire. On affectera les capitaux nécessaires aux objets qui constituent la source de la richesse matérielle de notre empire. On s'appliquera enfin à donner de véritables facilités en ouvrant les routes et les canaux nécessaires au transport des produits du sol et en écartant tout ce qui s'opposait au développement de l'agriculture et du commerce. Et enfin, 38, dans ce but, on devra s'attacher sans cesse à aviser scrupuleusement aux moyens de mettre à profit les sciences, les connaissances et les capitaux de l'Europe. Alors ça, c'est l'ouverture vers le capitalisme, c'est l'ouverture vers la pénétration économique, c'est quelque chose qui va avoir énormément de conséquences pour l'Empire ottoman. Il est assez ironique que ça se trouve dans les deux derniers articles de
de Lady, mais nous reviendrons là-dessus et sur la totalité de Lady la semaine prochaine, pendant la 3e leçon, qui sera consacrée donc à la continuation de cette période faste et les premiers pas vers une période un peu plus problématique, celle des occasions ratées. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et votre patience. J'ai dépassé mon heure et demie de quelques minutes. Je vous prie de m'en excuser et je me réjouis de vous retrouver encore une fois par ces moyens très impersonnels la semaine prochaine, en bonne santé, j'espère. Au revoir et à bientôt.